Bien, nous allons parler des liens qui peuvent exister entre la crise actuelle que nous connaissons du Covid-19 et la force majeure. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est évidemment de savoir pourquoi est-ce qu'il faudrait s'intéresser aux relations entre le Covid-19 et la force majeure. Et là, j'allais jeter tout de suite l'opprobre sur notre ministre Bruno Le Maire, qui, dans une déclaration qu'il a faite le 29 février 2020, a expliqué que pour les entreprises françaises, le coronavirus constituerait un cas de force majeure, notamment dans les marchés publics de l'État, qui écarterait l'application des pénalités en cas de retard d'exécution des prestations contractuelles. Alors évidemment, la question de l'assimilation entre le Covid-19 et la force majeure est une question qui intéresse aussi les travaillistes dans la mesure où le constat que cette crise sanitaire profonde que nous traversons aujourd'hui pourrait être assimilée à un cas de force majeure aurait évidemment des incidences pratiques directes sur les entreprises, parce qu'elle provoquerait évidemment la suspension de toutes les obligations conventionnelles des entreprises, en amont avec les fournisseurs, en aval avec les clients et en interne avec les salariés. Les aménagements et les conséquences sur l'exécution du contrat de travail pouvant d'ailleurs à terme se traduire par une remise en cause de l'existence même des contrats de travail, puisqu'on sait très bien que la force majeure peut être invoquée comme motif de rupture ou comme argument de rupture dans des conditions d'ailleurs sur lesquelles nous allons revenir. Alors, pour répondre à cette question à la fois juridique et pratique qui intéresse des milliers d'entreprises et des milliers de salariés, il va falloir procéder en trois temps. Dans un premier temps, il va falloir nous interroger sur le rôle qui est susceptible de jouer la force majeure en droit commun et en droit du travail, et puis ensuite nous livrer à un exercice difficile qui consistera à déterminer si l'assimilation entre la situation que nous connaissons actuelle et la force majeure est possible, avec toutes les conséquences que l'on pourrait en tirer sur le contrat de travail et sur le sort de ce contrat, notamment vis-à-vis des salariés et des entreprises. Alors, pour ce qui est du rôle que peut jouer la force majeure sur les obligations qui pèsent sur les parties, il faut peut-être partir assez rapidement du droit commun pour ensuite glisser vers les dispositions qui figurent dans le droit du travail. Petit rappel, pour tous ceux qui auraient séché les cours de droit des obligations depuis 2016, ils sont, je pense, assez nombreux. Les dispositions relatives à la force majeure sont actuellement, depuis la réforme du droit des contrats, dans l'article 1218 du Code civil. Et la lecture du texte n'est pas totalement inutile. Le texte nous dit d'abord ce qu'est la force majeure, et 1218 nous dit il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités que par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. Et le texte poursuit, si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue, à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Le texte se poursuit, si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351.1. Alors, ce que nous dit ce texte sur la force majeure en matière contractuelle, je rappelle que ce texte est applicable au contrat de travail, puisque les règles du droit commun sont par principe applicables aux relations professionnelles, c'est que d'abord, l'événement, pour être un cas de force majeure, doit présenter certaines qualités, certaines caractéristiques. Être raisonnablement imprévisible à la date de conclusion du contrat, ne pouvoir être maîtrisé dans ses effets et empêcher l'exécution du contrat. Et ce que précise le texte, ce qui d'ailleurs ne figurait pas dans les dispositions initiales, c'est que la force majeure peut jouer de manière temporaire en suspendant l'exécution du contrat, mais que la force majeure peut également jouer de manière définitive en rompant le contrat et en libérant les parties de leurs obligations. Alors, sur cette base textuelle, on sait que la jurisprudence a apporté un certain nombre de précisions durant les dernières années. Faut-il le rappeler, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, en 2006, a abandonné l'un des trois critères historiques de la force majeure, qui est le critère de l'extériorité, pour ne plus conserver d'ailleurs que les deux critères, l'imprévisibilité et l'irrésistibilité, et que, par ailleurs, ce qui va compter en réalité dans la force majeure, c'est la capacité du débiteur à faire face à un risque
qui n'était pas identifiable au moment où le contrat a été formé et qui va s'imposer à lui parce que ce risque va modifier, voire bouleverser l'équilibre du contrat, parfois même rendre impossible durablement l'exécution de ce contrat. Alors, on cite généralement l'article 1218 du Code civil, mais lorsqu'on est un travailliste et qu'on observe le Code du travail, on s'aperçoit qu'il y a de la force majeure partout. Il y a 27 occurrences du terme force majeure dans le Code du travail et 32 références à l'impossibilité de poursuivre l'exécution du contrat de travail. Alors, le Code du travail, pas plus que le Code civil d'ailleurs, nous définit ce qu'il faut entendre par force majeure. Et lorsqu'on observe la jurisprudence, on s'aperçoit qu'elle est extrêmement pragmatique, qu'en fonction des situations, qu'en fonction des effets qui vont s'attacher à la force majeure, la définition qui va en être donnée sera plus ou moins favorable aux salariés ou plus ou moins favorable à l'entreprise. On se rappellera par exemple qu'en matière de conflit collectif, la Cour de cassation n'exige pas la démonstration que la grève place l'employeur dans un cas d'impossibilité de poursuivre l'exécution des contrats pour le dispenser de payer le salaire des non-grévistes, mais va se contenter de vérifier l'existence d'une situation contraignante ou de circonstances contraignantes pour le libérer ponctuellement de ses obligations. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir la manière dont le Code du travail envisage non pas la notion, mais les effets de la force majeure. Et on va retrouver d'ailleurs à la fois l'impact de la force majeure sur l'exécution du contrat, mais également l'impact de la force majeure sur le sort du contrat. Et l'idée d'une force majeure, c'est-à-dire l'idée de contraintes extérieures aux parties qui viennent peser sur le cours du contrat de travail, cette idée est assez fréquente en droit du travail. Si on y réfléchit d'ailleurs, l'obligation de reclassement, l'obligation d'adaptation ou de formation sont des manifestations de l'impact du contexte extérieur sur le contrat de travail. Et si on se concentre sur la force majeure proprement dite, que voit-on? On voit que l'article L1222.11 permet de placer les salariés en télétravail de manière unilatérale, sans qu'ils puissent le refuser, en présence de circonstances exceptionnelles. Et on sait très bien que la crise du Covid-19 permet aux entreprises d'imposer le télétravail comme une modalité d'aménagement du poste de travail, pas comme une modification du contrat de travail. On sait que ces circonstances exceptionnelles, ces cas de force majeure peuvent permettre la récupération des heures perdues et peuvent également avoir un certain nombre d'implications, notamment sur les processus électoraux en cours. Mais la force majeure, et c'est là que réside son principal écueil, la principale difficulté, la force majeure est éventuellement envisagée par le Code du travail comme une cause de rupture des contrats. Et singulièrement pour les contrats précaires, les contrats des salariés les plus fragiles, la force majeure est un élément de la rupture anticipée des relations de travail. C'est vrai pour le contrat de mission, c'est vrai pour les CDD, et on sait bien que les CDD et les intérimaires ont été les premières victimes de la crise. On dit même que Disneyland Paris aurait rompu 1000 contrats à durée déterminée d'intermittents du spectacle en raison de la fermeture du parc. C'est également un motif de rupture anticipée du contrat d'apprentissage, de la convention de stage, etc., etc. Pour les salariés qui sont embauchés à durée indéterminée, les choses sont un petit peu plus compliquées dans la mesure où le Code du travail n'a pas consacré directement la force majeure, ni comme cas de rupture autonome du contrat de travail, ni d'ailleurs véritablement comme motif de licenciement. Rien ne fait référence directement à la force majeure. On a simplement des indications qui sont induites, notamment la fameuse indemnité qui est due lorsque le contrat est rompu à la suite d'un sinistre qui intervient dans l'entreprise. Dans cette hypothèse-là, le salarié n'a pas le droit de percevoir l'indemnité de licenciement, mais il touche une indemnité comparable. Par ailleurs, on sait très bien que les salariés qui bénéficient d'un régime de protection spécifique en cas de rupture du contrat de travail, femmes enceintes, salariés absents pour cause de maladie professionnelle ou d'accident du travail, ces salariés qui sont également en congé paternité, en congé d'adoption, en principe ne peuvent pas voir leur contrat de travail rompu, sauf impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la raison pour laquelle ils sont protégés. Donc on le voit très bien, le constat d'un événement qui serait qualifié de force majeure ou à tout le moins d'un événement qui s'opposerait à la poursuite de l'exécution du contrat de travail est susceptible d'entraîner des conséquences, pas simplement sur l'exécution du contrat, mais également sur son sort et donc de projeter les salariés vers la rupture de leur contrat de travail. Alors la question étant précisée,
peut-on répondre à la question d'une éventuelle assimilation entre Covid et force majeure? Alors, le premier élément qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a pas de réponse générale et abstraite. Le propre de la force majeure, et on l'a vu dans des circonstances, notamment de phénomènes climatiques, c'est que la réponse dépend d'un ensemble de circonstances. Elle dépend en réalité du poids de l'événement sur la capacité réelle du débiteur à poursuivre l'exécution du contrat. Ce qui veut dire concrètement qu'à partir du moment où existent des mesures publiques qui visent à aider les entreprises à maintenir le contrat de travail, à pallier la suspension de l'activité, eh bien, ces mesures publiques vont faire reculer la capacité de la force majeure à rompre le contrat de travail. Et à partir du moment où l'État investit massivement dans le financement de l'activité partielle, 1 milliard d'euros par jour, dit-on, sur le financement de l'activité partielle par l'État, à partir du moment où toute une série de dispositifs sont mis en œuvre pour permettre aux entreprises de passer le cap du confinement et de tenir les 2 mois que dureront le confinement et sans doute un peu plus le temps de remise en route de l'économie, eh bien, on peut considérer que le spectre de voir les contrats rompus pour cause de force majeure s'éloigne. Pour autant, ce n'est pas parce qu'il n'est pas possible de dire a priori que la crise actuelle constituerait pour tous et en toute hypothèse un cas de force majeure, qu'il ne sera pas à un moment donné possible de considérer que pour certaines entreprises confrontées à des difficultés particulières, la crise ne constituera pas un événement de force majeure. Les entreprises qui sont visées par des mesures d'interdiction d'activité prises par les pouvoirs publics, notamment au travers du décret 2020-293 du 23 mars 2020. Ces entreprises ne peuvent plus avoir d'activité. Elles vont certes mettre leurs salariés en chômage partiel, mais il est tout à fait possible qu'à un moment donné, la trésorerie des entreprises ne permette plus la poursuite de l'activité, ne permette plus le paiement des factures, des fournisseurs et un maintien de l'activité, de la sécurité, de l'entretien du dispositif. On peut parfaitement imaginer et malheureusement craindre qu'à la suite de la crise du Covid-19, soit pendant la crise, soit dans les semaines ou les mois qui vont suivre la crise, des entreprises soient contraintes de rompre les contrats de travail en raison des difficultés qui sont liées à la crise du Covid. Et évidemment, les entreprises qui ont des travailleurs intérimaires ou qui les avaient, ou celles qui ont des salariés à durée déterminée, vont invoquer la force majeure. Et lorsqu'elles ne seront plus en mesure de proposer de l'activité, les contrats à durée déterminée de longue durée seront directement impactés par la crise. D'abord, faut-il le préciser, la force majeure ne suspend pas le terme des contrats à durée déterminée. Les contrats courts qui sont impactés par la suppression de l'activité vont aller jusqu'à leur terme normalement. Quant aux contrats longs, peut-être ces derniers seront-ils rompus pour cause de force majeure lorsque l'entreprise ne sera plus à même de reprendre une activité normale. Et pour ces salariés-là, en réalité, il n'y aura que d'autres solutions que de basculer dans l'assurance chômage si les salariés remplissent évidemment les conditions pour en bénéficier. Peut-être d'ailleurs faudra-t-il réfléchir, indépendamment de la mise en activité partielle, à une modification des règles de l'assurance chômage pour permettre aux contrats courts, aux intérimaires qui auront perdu leur emploi pendant la crise de bénéficier de l'assurance chômage. Quant aux autres salariés, les salariés qui sont liés par des contrats à durée indéterminée, a priori, ils ne sont pas directement concernés juridiquement par la force majeure pour une raison très simple, c'est que le législateur a mis en place un droit du licenciement pour motif économique, voire un droit du licenciement dans les entreprises soumises à des procédures de redressement et de liquidation judiciaire, et qu'il ne faudrait surtout pas que l'invocation d'un cas de force majeure permette aux entreprises de se soustraire à leurs obligations en matière de règles de licenciement hors procédure collective ou dans le cadre des procédures collectives. Alors malheureusement, effectivement, ce sont les plus précaires qui vont subir les impacts de la force majeure, mais pour les autres salariés, il faudra tenir bon. Et malheureusement, lorsque la situation économique de l'entreprise sera telle que les salariés ne pourront plus être employés, eh bien à ce moment-là, il faudra passer par les règles du licenciement, passer par les règles des procédures collectives, mais surtout pas éluder l'application de ces règles en invoquant la force majeure.